Arnaud, je vais te laisser la parole, c'est à toi. Merci Frédéric, bonsoir à tous. On peut passer déjà sur la prochaine slide et puis je vais parler pendant ce temps-là. 3 fois par jour ou plus, vous mangez, tous, seuls ou à plusieurs, sur le pouce ou bien assis à une table, chez vous ou à l'extérieur. S'alimenter est d'abord un besoin primaire qui permet à notre organisme de fonctionner, de survivre, pour les 7 milliards d'êtres humains d'aujourd'hui et pour les 9 milliards de 2050. Le système alimentaire mondial est très inefficace. José Graziano da Silva, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le résume ainsi. La façon dont nous produisons, traitons, distribuons et consommons les aliments est aberrante. Alors que nous produisons toujours plus de nourriture, la faim existe pour 1 milliard de personnes, ce qui est insensé dans un monde qui produit suffisamment pour nourrir la planète. On estime que chaque année, près d'un tiers de la production alimentaire mondiale destinée à la consommation est perdue ou gaspillée. 2 milliards de personnes sont en surpoids et souffrent de problèmes médicaux qui y sont liés. Les autres maladies chroniques liées à l'alimentation, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies dentaires et l'ostéoporose, sont la première cause de mortalité dans le monde. L'agriculture affecte l'environnement et contribue au changement climatique. Et c'est aussi l'une des victimes du dérèglement climatique. En incluant les émissions associées aux activités de pré- et post-production, le GIEC estime que les émissions du système alimentaire mondial représentent 21 à 37% des émissions anthropiques nettes totales de gaz à effet de serre. J'ai beaucoup de bruit en fond. Ouais, merci. Ce que nous montre ce graphique, c'est qu'en plus des émissions de gaz à effet de serre, le système alimentaire mondial a un rôle majeur sur les 9 limites planétaires telles que définies par le Stockholm Resilience Center. Les 9 limites planétaires sont les seuils que l'humanité ne doit pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer et pour pouvoir durablement vivre dans un écosystème sûr, c'est-à-dire en évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l'environnement planétaire. Ces 9 processus naturels sont retenus car ensemble, ils permettent et régulent la stabilité de la biosphère. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique et l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Je laisse maintenant la parole à Marguerite, qui va nous expliquer la chaîne de valeur du système agroalimentaire, de la production à la consommation et ses impacts potentiels. Merci Arnaud. Alors, on a utilisé l'expression de la fourche à l'assiette pour parler du système alimentaire dans cette conférence. C'est plutôt une belle image d'Épinal, cependant, elle peut vite faire oublier qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui se trouvent entre cette fourche et notre assiette. Parce que la chaîne alimentaire industrialisée, elle est très longue, et la valeur économique, elle s'y répartit de manière inégale. De même, l'impact environnemental n'est pas identique à chaque maillon de la chaîne. Si on prend l'exemple très simple d'un yaourt aux fruits, qui est vendu par un géant de l'agroalimentaire français et qui est distribué dans un supermarché. C'est l'exemple qui est souvent pris par la fresque Agrialim et par les greniers d'abondance quand ils cherchent à sensibiliser sur ces sujets. Donc on a nos ingrédients de base, le lait, le sucre et les fruits. Ici, disons, les fraises. Ces ingrédients, ils doivent être produits par des agriculteurs et des agricultrices. Ça se fait avec l'élevage bovin en Normandie, avec de la culture de la betterave sucrière dans la Beauce et avec la culture des fraises sous serre dans le sud de l'Espagne. On est ici dans la phase de production. Elle peut avoir lieu en France et à l'étranger. Et selon le type de l'agriculture, il y a des acteurs qui vont intervenir en amont pour fournir les intrants. Donc là, on parle des graines, des engrais, de l'alimentation animale, des machines, des systèmes d'irrigation, de l'énergie. Pour le cas du lait, une fois qu'il est récolté, il faut le stocker, il faut le filtrer, il faut le pasteuriser. La betterave, il faut la transformer en sucre. Donc pour faire cela, les agriculteurs vont se concentrer dans des filières et dans des coopératives et rajouter encore un jalon intermédiaire dans la chaîne. Une fois tout cela fait, interviennent les groupes de l'agroalimentaire et leurs sous-traitants, parce qu'il faut transformer les produits. Donc on a nos produits bruts, et maintenant il faut y ajouter d'autres ingrédients, comme des arômes, des épaississants, d'ailleurs plus ou moins naturels.
le géant de l'agroalimentaire et ses sous-traitants vont le conditionner dans des emballages, en général plastiques. Et le pack de yaourt va ensuite être acheminé vers les canaux de distribution. En général, ça passe par une centrale d'achat et il arrive enfin au supermarché. Le voici en rayon, acheté par un particulier. Manque de bol, classique, le yaourt au pruneau ne plaît pas beaucoup, il finit au fond du frigo, oublié, il périme et il est jeté dans la poubelle principale. On a atteint le stade des déchets. Donc on est bien passé par une phase de production, de transformation, de commercialisation, de consommation. Et entre toutes ces étapes, n'oublions pas qu'il y a les transports qui interviennent à chaque fois pour acheminer le produit de la phase A à la phase B. Donc un porte-conteneur qui va faire venir le tourteau de soja du Brésil pour nourrir le bétail. La voiture pour le consommateur qui rentre chez lui après avoir acheté le yaourt, ou le camion frigorifique qui va faire venir les fraises d'Espagne. Donc on rajoute le transport à chacune de ces étapes. Et alors chacune de ces phases, elle va avoir un impact environnemental. Et ce qui est intéressant, c'est que l'impact, il n'est pas le même en fonction des phases. Le plus fort, c'est la phase de production, donc l'agriculture. Ici, des fruits, de la betterave et du lait. Cette phase, elle est responsable de 75% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agroalimentaire. L'approvisionnement derrière, qui constitue la transformation, la vente et le transport, compte pour 15%. Et enfin, les 10% restants sont dus à la consommation et donc au gaspillage alimentaire. Alors, c'est évident que là, on voit bien que la phase de production, donc l'agriculture, elle est responsable d'une part énorme des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'agroalimentaire. Mais ce qui est assez intéressant de constater, c'est que de l'autre côté, l'impact, il est inversement proportionnel à la distribution de la valeur économique. Parce que sur un panier alimentaire moyen en grande distribution de 100 €, seulement 6 € revient au producteur ou à la productrice. Alors ça soulève quand même quelques questions. Est-ce qu'il y a un lien entre cette faible rémunération de l'agriculteur et de l'agricultrice et le fait que l'agriculture est responsable de près des 3/4 des émissions de gaz à effet de serre du secteur alimentaire? Et est-ce qu'on n'est pas dans un modèle économique qui n'encourage pas vraiment une pratique vertueuse de l'agriculture? Et quelle est la responsabilité portée par les différents acteurs dans cette situation? Est-ce que c'est aux personnes qui consomment, vous ou moi, de réclamer, de choisir des produits sains et respectueux pour la planète? Ou est-ce que c'est aux circuits de distribution, aux géants de l'agroalimentaire de revoir leurs copies? Ou enfin, est-ce aux agriculteurs et aux agricultrices de sortir de ce modèle économique en tout simplement supprimant les intermédiaires? D'ailleurs, parlons-en des agriculteurs et des agricultrices. Je vois Marion qui lève la tête. Parce qu'ils sont en train de sortir du modèle agricole tout court. Parce qu'on sait quand même que dans 10 ans, c'est 50% d'entre eux et d'entre elles qui seront partis à la retraite. Et que la moitié de ces 50%, elle n'aura pas été remplacée. Donc ça veut dire que dans 10 ans, il va nous manquer un quart de notre population agricole. Alors, j'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment aller vers manger moins. Donc on peut se demander dans 10 ans, qui va produire notre nourriture et surtout comment? Donc on le voit ici, les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et même sociétaux, ils s'entremêlent et ils se répondent dans cette chaîne alimentaire qui est plutôt complexe, même si ce graphique à côté est assez simple, en fait, on voit il y a plein d'étapes. Et bien justement, chers invités, c'est à vous de nous dire ici, où est-ce que vous vous situez dans cette chaîne et comment vous répondez à tous ces enjeux. Merci beaucoup, Marguerite. Alors, qui veut se lancer? Fanny Giancetto. Merci beaucoup déjà, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux en cette fin d'après-midi, même si c'est à distance. Entrepreneur décotable, on les a financés chez Ah bah j'ai perdu le réseau. Elle, c'est une entrepreneur décotable. Merci pour d'avoir coupé le micro. Donc, comme vous l'avez expliqué au début, moi j'ai cofondé en effet l'entreprise Écotable qui accompagne le secteur de la restauration dans sa transition écologique. Donc, si on reprend le schéma que Marguerite nous a présenté, là on ne le voit plus, mais on l'a vu tout à l'heure. Je dirais que je me situe clairement du côté de la consommation, donc dans la partie, si vous vous rappelez le schéma, où on voyait les mangeurs, les cantines et les restaurants.
Mais comme l'a aussi très bien expliqué Marguerite tout à l'heure, tout est relié en réalité, et on le voyait avec les liens, si on peut revoir le schéma, ce serait intéressant, mais on le voyait notamment avec tous les liens qui étaient faits, merci beaucoup. Donc, même si je fais partie, moi, du côté des consommateurs, en réalité, il y a directement un lien avec la production, puisque les consommateurs vont tenter, en tout cas, d'influencer ou vont directement influencer les types de production en choisissant tel ou tel produit. Mais ça va influencer aussi les déchets en gaspillant certaines choses, etc., etc. Nous, avec Écotable, on essaye d'agir du côté du milieu de la restauration, car on a pris conscience que si l'impact que l'on a chez soi tous les jours en mangeant, il est probablement encore plus important, en tout cas décuplé quand on va au restaurant. Pour donner un petit chiffre, bien sûr hors Covid, vu que les restaurants sont fermés en ce moment, mais hors crise du Covid, on a 10 milliards de repas par an en France qui sont pris au restaurant. Donc, quand on réfléchit à l'impact environnemental de ce qu'on mange, les restaurants ont aussi leur rôle à jouer. Et même si, évidemment, il y a un aspect plaisir quand on va au restaurant, il y a quand même cette question de l'impact environnemental du milieu de la restauration. Nous, chez Écotable, on a essayé d'avoir une vision holistique de cet impact environnemental et de prendre en compte l'ensemble des éléments. Donc, évidemment, ce qu'il y a dans l'assiette, puisque tu l'as dit, Marguerite, tout à l'heure, ce qu'il y a dans l'assiette, c'est 75% des émissions de gaz à effet de serre, sur environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre globales. Donc, c'est très important ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi les autres éléments comme les déchets, le gaspillage alimentaire, les ressources naturelles, c'est-à-dire la consommation d'eau et d'énergie, la communication qu'on va avoir à ses clients, etc., etc. Et pour réduire cet impact environnemental du milieu de la restauration, on a mis en place 4 choses. La mesure d'impact environnemental, puisque pour réduire, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir exactement où on se situe. La deuxième chose, c'est la formation et l'accompagnement vers la réduction de cet impact. La troisième chose, c'est un réseau de prestataires, des agriculteurs, des éleveurs. Souvent, les restaurateurs ne savent pas trop vers qui se tourner. Ils ont envie de faire plus de circuits courts, ils ont envie de faire plus de bio, mais ne savent pas forcément vers qui se tourner. Et enfin, valoriser ces tables auprès du grand public pour que le grand public déjà prenne conscience que ça peut être intéressant de se poser la question de quel est l'impact de mon repas au restaurant et ensuite puisse choisir concrètement des restaurants engagés. Merci beaucoup, Fanny. Laurent Franconi, quelle est votre vision et qu'est-ce que vous souhaiteriez nous partager par rapport à ces constats? Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'accueil et puis pour l'ensemble de ces tables rondes que vous organiserez, parce que je pense que le sujet en vaut la peine et l'introduction a été brillante et inspirante. Pourquoi inspirante? Parce que Carrefour, nous sommes un acteur global, par définition, global parce qu'on agit et on intervient dans à peu près tous les continents, avec des magasins dans tous les continents, et bien sûr parce qu'on impacte ou on influence à peu près tous les acteurs qui sont autour du système alimentaire tel qu'il a été décrit tout à l'heure. Pour ceci, on les impacte de plusieurs manières. D'abord, directement, c'est le cas pour tous les produits qui sont à nos marques, où on va définir dans des cahiers des charges à peu près tous les éléments qui vont des intrants agricoles à la production, à la transformation, à la distribution, bien sûr, et aux déchets. Le consommateur est toujours celui qui choisit s'il veut acheter les produits. Et de manière indirecte, sur tout le reste de notre supply chain, par le transport, par le stockage, l'énergie, et bien sûr, par nos magasins et leur impact environnemental au travers de leur impact sur les surfaces et de leur consommation énergétique. Donc, on touche au travers de nos actions tout le système et on a un impact environnemental qu'on doit mesurer et maîtriser. Néanmoins, je voulais insister dans notre rôle sur d'où l'approche qu'on peut avoir. D'abord, si vous posez la question aux clients, et on le fait régulièrement, et sur une table ronde récente avec une quinzaine de clients, on leur a demandé ce qui était le plus important pour eux. Ce qui sort en premier, ça reste le prix. Première attention du client à combien il va payer son produit. Deuxième attente, c'est que le produit qu'il attend soit vraiment présent dans nos magasins. Les clients ont des choix
qui sont parfois arrêtés, des modes de consommation qui sont assez arrêtés, et donc il attend de trouver les produits qu'il espère dans le magasin. Troisième point, et seulement ça arrive en troisième point, c'est la qualité du produit. Et par qualité, il entend aussi bien le goût que les caractéristiques nutritionnelles ou la présence ou l'absence surtout de certaines substances controversées. Et enfin, en quatrième point, la notion générale d'écologie. Dans l'écologie, ce sont les conditions de production, les conditions d'emballage du produit et jusqu'à l'éventuelle production de déchets que cela peut engendrer. Donc, ce point-là arrive qu'en quatrième, et ça, on a pu le tester auprès de beaucoup de clients. Donc, au-delà des grandes études qui sont menées annuellement pour mesurer les attentes en matière de consommation des clients, quand on les interroge directement, on voit bien qu'il y a une dichotomie entre le prix et la qualité 360 degrés des produits. C'est pour ça que dans l'approche de Carrefour, on a décidé l'an dernier d'inscrire une raison d'être dans les statuts de notre entreprise. Et la raison d'être, c'est la transition alimentaire pour tous. Quand on l'exprime comme ça, c'est parce qu'on veut s'attaquer à deux sujets. Bien sûr, la transition alimentaire, ça va être l'essentiel du sujet aujourd'hui, mais c'est aussi pour tous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut à la fois modifier le système pour aller vers du mieux produire, du mieux consommer, mais il va falloir le faire en maintenant une capacité de tous les clients, et c'est bien sûr bien au-delà de Carrefour, à acheter ces produits. Donc, il va falloir transformer le système tout en assurant la capacité de tous les clients à acheter des produits qui seront mieux pour eux, mieux pour la planète. Merci beaucoup, Laurent. Ça ouvre des débats super intéressants pour la suite. Et je vais laisser la parole à Marion pour conclure cette réaction. Oui, bonjour à tous. Donc, merci CEC-Alumni pour l'organisation et merci à tous pour votre présence ce soir. Donc, du coup, Berry Grain, c'est une société qu'on a créée avec Damien en 2017. À la base, on est agriculteur dans le département du Cher. Et en fait, quand on est arrivé donc, sur l'exploitation agricole des parents de Damien, l'objectif, en effet, on avait en tête ce fameux schéma. Et l'objectif, c'était d'essayer en tout cas de remettre un petit peu de cohérence et de logique et de pragmatisme là-dedans. Donc, on l'a fait à notre niveau. On n'est pas encore, il y a encore plein de choses à améliorer, mais en tout cas, on a mis en place quelque chose qui semble fonctionner. En gros, l'objectif, c'est de maîtriser un maximum d'étapes. Et donc aujourd'hui, on maîtrise la partie production agricole, donc avec nous en tant qu'agriculteurs, mais aussi avec un réseau d'agriculteurs en local. On maîtrise du coup la partie un petit peu transformation, puisqu'aujourd'hui on est équipé pour sortir un produit qui est prêt à être consommé. Donc là, on parle de graines alimentaires, donc c'est pas comme des transformations en produits plus élaborés, mais en tout cas, on vend des produits prêts à être consommés. Le conditionnement aussi, on le maîtrise, et puis la distribution. Donc forcément, on avait en tête de limiter ou de supprimer les intermédiaires, ou en tout cas de faire appel à des intermédiaires qui apportent une vraie valeur ajoutée aux produits, de par leur connaissance des produits ou de par leur implantation sur le marché, de par aussi leur spécialisation dans tel ou tel marché. Donc voilà, c'était vraiment essayer de remettre tout ça à plat et de faire les bons choix, entre guillemets. Et donc, du coup, ça nous amène aujourd'hui à mettre en marché des produits qui sont 100% adaptés et qui ont été en fait produits avec les caractéristiques qui correspondent au marché qu'on a préalablement analysé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on sème, c'est des choses qu'on a contractualisées en aval. Et c'est un produit qui correspond à un cahier des charges d'un client qui sait exactement à qui il va le vendre, comment il va le vendre et à quel prix il va le vendre. Et donc, bien sûr, ce produit, nous, en amont, on contractualise avec nos agriculteurs avec un prix juste, avec des pratiques qu'on veut de plus en plus vertueuses.
Et c'est aussi en leur donnant de la visibilité et du prix qu'on arrive à faire évoluer leurs pratiques, parce que là, il y a aussi du travail. Et donc, quand on parlait justement de l'aspect gaz à effet de serre, donc on est en effet fortement concerné. Et il y a plein de choses à faire évoluer, mais il faut qu'on ait de la visibilité, et autant dans la durée que sur les prix, pour pouvoir mettre en place, engager la fameuse transition. Et donc voilà, donc l'objectif, c'est d'avoir une démarche un petit peu co-constructive avec nos agriculteurs et avec nos clients, pour arriver à atteindre un petit peu tous les objectifs, et puis surtout améliorer les aliments qu'on met sur le marché en tout point de vue. Merci Marion, merci beaucoup pour en tout cas de vous être prêté à cet exercice de réaction introductive de Marguerite et Arnaud. Et on va justement en profiter pour passer au deuxième axe qu'on va développer ce soir. Et là, on va rentrer dans le concret. Donc, face à ces grands axes que vous avez présentés, on va rentrer dans le concret et de voir quelles actions concrètes vous, en tant qu'acteur, vous menez à la fois pour faire baisser l'empreinte écologique de l'alimentation, qui est au cœur du décor qui a été posé en début de séance, et puis également la rendre plus résiliente. Donc, au jour le jour, quels impacts sont générés par ces actions? Est-ce qu'il y a des limites que vous rencontrez? Donc, c'est ce qu'on va aborder en rentrant un petit peu plus dans le détail maintenant. Et justement, je vais revenir vers vous, Marion Breteau, car effectivement, comme vous l'avez dit rapidement dans cette introduction, vous avez mis en place une démarche innovante. Donc, j'ai envie de dire de la fourche à l'assiette, quasiment. Et j'aimerais que justement vous nous parliez un petit peu plus en détail, étape par étape, de comment vous avez mis en place cette démarche innovante sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Quels effets bénéfiques vous avez pu voir après 3 ans de recul, hein, et les limites que vous rencontrez aujourd'hui. Donc oui, l'aspect un petit peu innovant, c'est que justement, on a fait le choix dès le départ d'intégrer un maximum d'étapes. Donc aujourd'hui, on va faire par exemple de la recherche et développement. Et on l'a fait en fait tous les jours sur le terrain pour en fait justement trouver le bon produit adapté en tout cas à la demande. Donc la demande, elle est sur tout ce qu'on a vu, donc forcément l'aspect santé, donc des produits sains, et sur l'aspect écologique, donc des produits à faible impact sur l'environnement. Mais on sort vraiment des sentiers battus, on sort un peu des modèles qui prédominent en tout cas sur notre territoire, sur des rotations de cultures et des cultures de masse, et voilà. Donc ça demande du coup de la recherche. Donc ça, on s'en occupe sur notre ferme. Donc la partie en effet ensuite production agricole. L'objectif, c'était vraiment de redonner du sens au métier d'agriculteur, et de pouvoir leur montrer où vont leurs produits. Donc aujourd'hui, voilà, ils retrouvent leurs produits dans certains magasins ou sous certaines marques, et ils en sont fiers. Ça change leur responsabilité par rapport à ce qu'ils vendent est beaucoup plus forte quand ils travaillent avec des intermédiaires comme nous, plutôt que quand ils vont livrer leur benne à la coopérative et que ça part sur un bateau, on ne sait pas trop où. Donc c'était vraiment important, voilà, d'avoir un petit peu cette optique-là avec eux. Et en fait, on se rend compte que quand on rémunère correctement, quand on donne de la visibilité et quand on redonne du sens, derrière, on arrive à faire évoluer les choses et à faire évoluer les pratiques. Donc aujourd'hui, nous concrètement, pour l'aspect un petit peu empreinte écologique de la production agricole, eh bien, on a des agriculteurs qui sont en bio, mais qui vont être certifiés en haute valeur environnementale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais en fait, l'intérêt de ce label, c'est qu'il prend en compte les aspects biodiversité, ressources en eau,
et fertilisation azotée, donc ce que ne prend pas forcément en compte le bio. Donc pour nous, c'est hyper complémentaire. Et à l'inverse, on a des agriculteurs conventionnels qu'aujourd'hui, on oblige à être certifiés en haute valeur environnementale et pourquoi pas à passer une partie ou toute leur ferme en bio en plus. Donc voilà, et donc pour ça, on leur donne de la visibilité et donc ils s'équipent parce que forcément c'est des coûts. Plutôt voilà, une mauvaise herbe aujourd'hui, un conventionnel, on a souvent une solution chimique. L'objectif là, c'est de leur apporter des solutions alternatives. Donc voilà, donc ça, et pour ça, voilà, il faut montrer que ça fonctionne et il faut voilà, rémunérer aussi pour accompagner justement cette fameuse transition dans les pratiques et dans les mentalités. Et ça, c'est aussi assez compliqué. Donc, voilà, il faut arriver à que tout évolue en même temps. Et le problème en agriculture, c'est aussi le facteur météo, puisque ce qui va être valable une année ne le sera pas forcément l'année suivante. Donc, il faut aussi arriver à jongler avec tout ça. Pour la partie un petit peu donc transformation et conditionnement, donc nous on a tout intégré chez nous. Ça nous permet en gros d'être réactif et de pouvoir s'adapter à 100% aux attentes et du client et à ses contraintes aussi. Donc ça, c'est l'atout. Après, pour l'aspect un petit peu plus environnemental, on fait du zéro déchet, entre guillemets. Ça veut dire que tous nos coproduits ne sont pas des déchets puisqu'ils sont valorisés, alors par différents canaux. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, on essaie de limiter au maximum les déchets. Et pour l'aspect donc distribution et commerce, comme je l'expliquais, on a essayé voilà, de travailler avec des circuits les plus courts possibles. Et après, quand c'était pas forcément évident, on a essayé de se tourner vers des entreprises qui sont un petit peu voilà, sur des circuits spécifiques, qui sont déjà très très bien équipés et très bien organisés pour vraiment optimiser à fond la distribution. Et donc, voilà, on a essayé de faire des choix les plus judicieux et possibles. Et c'est surtout qu'on essaie, alors c'est pas facile à chaque fois, mais de travailler avec des personnes qui... Moi, je pars du principe que chacun a sa part de responsabilité, et les distributeurs aussi, ils l'ont, et donc et les industriels aussi. Voilà, et donc, on essaie de travailler avec des gens qui ont envie de faire changer les choses, ou en tout cas qui essaient. Et parce que c'est voilà, la transition aussi, elle est vraie pour eux, et elle n'est pas évidente. Donc, voilà, on essaye en tout cas de travailler un maximum avec ces personnes qui ont un peu qui ont la même optique que nous. Donc voilà. Et alors pour terminer plus sur les limites et les freins qu'on rencontre aujourd'hui, forcément il y en a plein. À partir du moment où on sort un petit peu des sentiers battus, c'est plus compliqué. Alors au niveau R&D par exemple, on nous pousse beaucoup aujourd'hui à diversifier nos cultures, à se tourner vers les légumineuses, etc. Sauf qu'aujourd'hui, quand on cherche, par exemple, vous voulez faire des pois cassés, quand on cherche une semence, la bonne semence pour faire des pois cassés, on n'a pas de réponse, ou alors on nous dit, oui, il y a un essai qui a été fait il y a quelques années, essayez ça va peut-être marcher. Donc ça, il y a un vrai problème de recherche sur les espèces végétales et sur les variétés, sur tout ce qui est un petit peu nouvelles graines. Après, les autres freins et limites qu'on peut avoir, c'est forcément des histoires de financement. Donc, sur des projets, encore une fois, un petit peu hors sentier battu, les banques sont toujours un peu frileuses. Et donc, voilà, nous, on a dû faire appel à une levée de fonds parce que sinon, ça passait pas. Donc, il y a aussi voilà, il y a une transition aussi dans les nouveaux un petit peu modèles de production, transformation et de vente. Et il faut que tout le monde fasse un effort et essaye de s'adapter au mieux. Voilà, je pense que Merci beaucoup, Marion. Alors, non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Je terminerai justement par ce que vous mentionnez sur la responsabilité partagée, et puis effectivement que tout le monde devait ajouter sa pierre à l'édifice, et notamment la distribution, en parlant aussi des limites de financement.
Et je me tourne vers vous, du coup, Laurent Franconi. Vous, de votre côté, comment vous faites éventuellement pour accompagner, parce que vous parliez aussi de nécessaires transformations par votre truchement du système agroalimentaire, comment vous accompagnez ce mouvement-là, c'est-à-dire faire un passage à l'échelle, et comment vous, en tant que distributeur, donc au plus proche des clients, vous rendez ça, vous essayez de rendre ça lisible auprès des clients? Alors, deux choses, une question vaste, on pourrait y passer des heures, mais tout d'abord, je voulais repartir du témoignage de Marion, parce qu'en fait, des initiatives comme celle de Marion, il en existe beaucoup. Et en fait, notre rôle, je pense, notre premier rôle, c'est le passage à l'échelle. C'est comment on fait pour permettre à toutes ces initiatives d'exister. Et exister, ça veut dire être à disposition de nos clients dans les magasins. Et pour rester dans la thématique de celle de Marion, on a beaucoup travaillé chez Carrefour sur le développement des différentes solutions d'agroécologie. Agroécologie, pour moi, c'est quelque chose de simple. C'est toutes les initiatives qui permettent d'avoir un impact écologique inférieur à ce qui peut exister aujourd'hui quand on pratique une agriculture conventionnelle. Pour ne pas rentrer dans des débats et ou de labels et ou de différenciation entre les modes de production, on souhaite rester sur cette approche qui veut que sur chaque variété, sur chaque type de production, on peut trouver des solutions pour produire mieux avec moins d'intrants, ce qui veut dire par moment prendre des risques pour fabriquer ces produits-là. Le point qui est important pour moi, c'est qu'on ne doit pas courir après le produit parfait. Le rêve de tout le monde, et notamment pour avoir échangé souvent avec des étudiants, c'était moi, je veux que mon produit il soit bon pour la nature, mais qu'il soit sans substance et qu'il soit en plus payé pas cher aux agriculteurs, payé cher aux agriculteurs, et qu'il soit en plus transporté à moindre coût, et qu'il ne soit pas stocké, et qu'il ait une durée de vie très longue. Donc la vraie, c'est même plus la quadrature du cercle, hein, c'est le multidimensionnel dans toute son approche et véritablement quelque chose souvent d'impossible. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'au-delà de la responsabilité qu'on a, il va falloir qu'on ait des partis pris, des combats sur lesquels on va chercher à être le plus efficace possible avec les fournisseurs, avec les producteurs quand on remonte en amont des fournisseurs. Et c'est là où on va essayer d'avoir le plus d'impact pour recréer une dynamique positive. Je prenais l'exemple de l'agroécologie et je vois déjà des questions, pas mal de questions très intéressantes dans le chat. L'agroécologie, on a commencé tout petit avec quelques producteurs. Aujourd'hui, on est à 40 000 tonnes de produits issus de l'agroécologie chaque année, sur 2000 hectares et avec à peu près 450 producteurs. Ça peut aller encore plus loin. C'est le début d'une transformation, c'est le début d'un passage à l'échelle. Le point suivant, quand on veut passer à l'échelle, c'est de se donner des trajectoires. On ne va pas changer le monde en une journée. On ne peut pas avoir, comme ça peut, des fois, on peut parfois le laisser transparaître dans certains communiqués de presse, quand on parle des avancées qu'on a pu faire. Le monde n'est pas binaire. On ne va pas passer d'un seul coup à un monde sans intrants, on ne va pas passer d'un seul coup à des formes de commerce qui reposent que sur de l'achat local, mais on va bien faire une transition. Et ça va être une politique de petits pas, où il faut concilier la vitesse de la transformation du modèle et l'acceptabilité prix dont je parlais en introduction. Après, bien sûr, il faut mesurer tout ça. Et là, on rentre dans un monde de complexité. Là aussi, il y a quelques questions qui commencent à émerger sur le chat. On mesure notre impact environnemental. Il y a des méthodes officielles, européennes, d'une complexité redoutable. Pour le faire sur 3 produits, il nous a fallu plusieurs semaines parce qu'il n'existait aucun référentiel et finalement, on a, à partir de la méthode, créé le référentiel d'évaluation. Ces méthodes sont très compliquées, sont intéressantes, elles permettent de parler CO2, eau, énergie. Par contre, elles sont absolument incompréhensibles pour les clients. Donc, si on veut partir de ces méthodes-là pour l'expliquer aux clients, il va falloir trouver
un système plus simple. Et on les voit apparaître, les systèmes simplifiés, on les a vus sur les sujets de nutrition au sens large du terme, avec le Nutri-Score, avec Yuka. Il y a actuellement des expérimentations en France de l'EcoScore qui ont pour vocation à mettre en place une simplification, un affichage simplifié de l'impact environnemental sur les produits. Encore faut-il qu'il ne soit pas trompeur, parce que derrière la simplification, on peut très rarement arriver à des notions qui deviennent simplistes et qui finalement ne traduisent plus la réalité de l'impact environnemental des produits. Et enfin, j'avais un dernier point sur le passage à l'échelle qu'a évoqué clairement Marion, c'est la transition. Comment on passe d'une situation A à une situation B? C'est très français d'imaginer qu'en quelques mois, on peut passer d'une situation A à une situation B. Passer à l'agriculture biologique, c'est 3 ans. Pendant 3 ans, il y a une période d'incertitude. Faire de l'agroécologie, c'est une prise de risque. Ne pas mettre d'intrants, ne pas mettre de pesticides, c'est prendre des risques de voir sa production disparaître du fait des intempéries, du fait des insectes. Et ça, il faut l'encadrer et l'accompagner, l'encadrer sur un plan réglementaire, on pourra peut-être en parler un petit peu plus loin, et surtout l'accompagner parce qu'il y a une prise de risque, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec tous les producteurs qui travaillent sur nos filières qualité Carrefour dans le cadre de l'agroécologie, avec une garantie d'écoulement des produits quand ils sont obligés malheureusement au dernier moment de mettre un pesticide pour sauver la récolte. Ouais. Ce que j'entends en fait, Laurent, c'est que vous parlez des petits pas, mais si je peux me permettre une reformulation, c'est qu'il faut du pas à pas et qu'effectivement ça prend du temps. Alors du coup, Fanny Jansetto, vous avez à la fois une casquette vision carbone, parce que vous êtes intéressée à ces sujets-là, et puis également d'entrepreneuse auprès du secteur de la restauration. Et les restaurateurs, c'est visiblement plus le local que le bio qui les intéresse. Alors peut-être vous pouvez développer autour de ça et nous parler effectivement de votre action et de justement la vision restaurateur qui sont les premiers prescripteurs auprès des clients aussi. Hein. Oui, alors je voudrais aussi rebondir peut-être sur cette politique des petits pas. Je pense qu'il y a certes une politique des petits pas qui est obligatoire pour certaines personnes, et moi je le vois auprès de mes restaurateurs qui passent petit à petit à du bio, petit à petit même à une certification bio. La certification bio, elle va être de 50% des produits, puis petit à petit, elle va arriver à 80% des produits, etc. Et en effet, on ne peut pas mettre tout en place du jour au lendemain. La transition écologique, ça peut être très effrayant. Il ne faut surtout pas effrayer les gens parce que quand on s'y met, en général, c'est source d'extrêmement de satisfaction et de beaucoup de créativité chez les restaurateurs. Reste qu'il y a aussi besoin de grands pas et de grands pas très rapidement. Les scientifiques nous alertent depuis des années, et puis on l'a dit au début, il y a un besoin de transition écologique qui est rapide. On a en réalité assez peu de temps parce qu'il faut que d'ici 2050, on soit à la neutralité carbone, et on n'y est absolument pas. Donc, il y a besoin quand même de grands pas et de grands pas politiques, notamment sur la question de la transition écologique des engrais et des pesticides qui posent des questions, notamment de santé, qui sont fondamentales. Donc, je pense que l'homme sait s'adapter, et on l'a vu d'ailleurs que dans la pandémie, l'homme sait s'adapter très rapidement. Donc, certes, ça va créer des frustrations, le fait d'interdire certains pesticides. Évidemment, il y a le glyphosate, mais le glyphosate, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais en même temps, on n'a en réalité pas le choix que de le faire maintenant si on veut éviter la 6e extinction de masse qui est en réalité déjà en train de se passer. Donc, ça c'est la première chose que je voulais dire. Il y a aussi le fait qu'on a parlé d'une certaine prise de risque pour les agriculteurs qui n'utilisaient pas de pesticides. C'est vrai parce qu'on l'a encore vu avec les gelées très récemment des viticulteurs qui ont vu par exemple toute leur production menacée. Après, parfois on voit aussi l'inverse, et c'est intéressant de le souligner, c'est-à-dire que par exemple pour les betteraves, je ne sais pas si vous vous rappelez du fait qu'on a réautorisé un néonicotinoïde
néonicotinoïdes sur la production de betteraves récemment. Donc, les néonicotinoïdes, c'est les pesticides qui vont avoir, notamment, qui vont menacer les abeilles en influençant leurs hormones. Et on l'a réautorisé parce que les betteraves étaient attaquées et que seul ce pesticide pouvait lutter contre le nuisible. Or, ce qu'on a constaté, c'est que les producteurs en bio, eux, n'étaient pas attaqués. Donc, ce qu'on constate, c'est que ceux qui ont parfois fait la démarche du bio et la démarche des semences paysannes, la démarche d'une agriculture paysanne, sont plus résilients contre les attaques et plus résilients aussi au changement climatique. Donc, ce n'est pas forcément une prise de risque. Au contraire, ça peut permettre la résilience. Après, du côté des restaurateurs, ce qu'on constate, c'est que les restaurateurs, ils sont souvent le reflet aussi du grand public. Et bien souvent, que ce soit les restaurateurs, et je pense aussi, ce serait intéressant d'avoir l'avis des personnes qui nous écoutent, les personnes ont souvent un a priori positif sur le local et pas forcément un a priori positif sur l'agriculture biologique. On peut avoir tendance à avoir un certain bio-bashing en disant « mais attendez, le bio, est-ce que c'est vraiment respecté? Est-ce que le bio espagnol, c'est pareil que le bio français? Est-ce que le bio d'Amérique latine, c'est pareil que le bio français? On ne respecte pas toutes les conditions, etc. etc. » C'est pareil du côté des restaurateurs. Souvent, j'aime poser la question de est-ce que vous préférez avoir une une carotte conventionnelle locale ou une carotte biologique espagnole? Et bien souvent, on me répond je préfère acheter une carotte conventionnelle locale. Or, qu'est-ce que nous a dit Marguerite au début? Qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas tant le transport, c'est pas tant d'où ça vient que le mode de production, c'est 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en réalité, l'agriculture biologique doit être promue. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est beaucoup de pédagogie et je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'on le voit en effet, ce que nous a expliqué Laurent, c'était que les gens sont intéressés par rapport au prix, mais si on leur explique ce qu'il y a derrière ce prix, si on leur explique peut-être l'influence, alors en effet, on va peut-être avoir plus de consommation vers le bio. Et c'est pareil du côté des restaurateurs. Nous, quand on fait nos formations auprès des restaurateurs, quand on met les chiffres sur la table, ils se rendent compte qu'en réalité, il faudrait en effet préférer une agriculture bio avant tout et ensuite essayer d'avoir une agriculture locale au possible. On n'en a pas parlé, mais une des limites au local, c'est parfois le direct producteur. Tout le monde rêve d'un direct producteur, mais parfois le direct producteur a plus d'impact que de passer par un intermédiaire qui organise mieux la logistique parce que le producteur il va devoir faire des allers-retours avec son camion alors qu'un plus gros intermédiaire ferait une seule tournée sans faire des allers-retours. Donc, voilà ce que je voulais dire. Une dernière chose aussi dont je voulais parler, puisque la question, c'était aussi les limites de cette transition écologique. Une limite que l'on identifie bien, nous, auprès des restaurateurs, et je pense qu'il est de manière générale importante à soulever, c'est celle du coût de la transition écologique. Aujourd'hui, pour un restaurateur, il est plus rentable, d'un terme purement financier, de ne pas avoir de produits, ne pas acheter de produits biologiques, de ne pas utiliser la consigne pour la vente à emporter, d'utiliser 100% du plastique, 100% de plastique pour ne pas utiliser de vaisselle en dur, etc. etc. Donc, le coût de la transition écologique, c'est évidemment une limite. Maintenant, une solution, un moyen de dépasser cette limite, c'est de réfléchir notamment sur les questions de taxation. J'ai vu passer sur le côté dans le chat une question sur comment donner le vrai coût au produit. Je pense que c'est ça la vraie question, c'est à quel moment en fait on va donner le vrai coût au produit, on va intégrer les externalités négatives dans le coût des produits et donc permettre aux gens de réaliser combien coûtent les choses qu'ils achètent. L'exemple que l'on donne souvent, c'est qu'une salade en conventionnel, en réalité, si on intégrait tous les coûts, ça coûterait entre 12 et 15 €. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, la salade en agriculture biologique coûte plus cher qu'une salade en agriculture conventionnelle. Alors ça, Fanny, c'est une information super intéressante. Je serais ravi d'avoir la source, qu'on puisse la communiquer à tous les participants. Ouais, alors la source, on en avait parlé ensemble. La source, elle vient d'un homme politique que je n'ai pas pu contacter, qui est au Parlement européen, qui est l'ancien cofondateur, qui est l'ancien président de Biocoop, qui s'appelle Claude Gruffat. Qui a fait une super interview où il a donné ce chiffre, mais il n'y avait pas la source de ce chiffre. D'accord.
D'accord. Bon, espérons la voir un peu plus tard. De toute façon, on va tous se revoir dans plein d'autres tables rondes et on aura le temps d'en parler. Et juste un exemple aussi par rapport à ces coûts, c'est par exemple sur la valorisation des biodéchets. La loi impose d'ici 2023 à tous les restaurateurs de valoriser les biodéchets, c'est-à-dire d'en faire du compost ou du biogaz. Or, aujourd'hui, pour tout restaurateur, ça a un coût de valoriser ces biodéchets. Il n'y a aucune incitation financière à le faire. Alors justement, c'est une transition qui est toute trouvée vers d'autres axes. Et l'axe suivant, en fait, on voit qu'il y a des initiatives dont parlait Laurent partout à travers la France pour faire transitionner le secteur agroalimentaire, le secteur agricole. Et puis, il y a des acteurs majeurs qui essayent aussi de transitionner aussi à leur façon. Mais l'idée, c'est, là, on va plus effectivement s'attarder sur la lisibilité de cette transition auprès du consommateur pour le rendre peut-être plus consommateur. Mais aussi, on va aussi aborder un point, et on en parlait tout à l'heure, sur la cherté des produits, sur l'accessibilité des produits, sur le prix, qui semblait être un critère très, très important. Notamment en commençant, et là je me tourne vers Laurent Franconi, Laurent, sur la répartition. On a parlé tout à l'heure de la répartition de la valeur économique de la chaîne de valeur agroalimentaire. Alors, on a souvent parlé, allez, je mets les pieds en plat, hein, du méchant gros distributeur qui écrase les prix pour les clients, mais qui écrase les prix aussi du côté du producteur. On aimerait avoir votre avis d'opérationnel là-dessus et essayer de voir si effectivement cette meilleure répartition en fait de la valeur économique entre les différents acteurs, agriculteurs, producteurs, transformateurs et distributeurs, c'est pas la clé aussi pour justement permettre aux gens d'investir là où il faut. Et du coup avoir une répartition plus juste et du coup aider tout le monde à transitionner. Laurent. Alors, déjà, je vais revenir sur ce que disait Fanny. Elle a tout à fait raison en disant que le vrai coût de la production aujourd'hui n'est pas connu. L'intégration des externalités négatives n'est pas faite. Et je voulais repartir en faisant abstraction de toute idée politique, hein, de l'idée d'un ancien ministre de l'écologie qui était Jean-Louis Borloo, qui a été le premier à défendre le principe d'inclure un prix du carbone dans un affichage qui pourrait être fait auprès du client, avec la présence de deux prix, le prix vendu au client et le prix en incluant toutes les externalités, dont l'externalité carbone. Il le faisait pourquoi? Il le faisait parce qu'il avait aussi besoin d'un peu d'argent pour financer la sécurité sociale. Et donc, c'était pour faire le lien entre d'un côté environnement et santé de l'autre. Pourquoi je dis ça? Pour dire, d'un côté, il y a le vrai prix, et puis après, il y a la négociation. La négociation, elle a toujours existé, elle existera toujours. On pourrait débattre pendant des heures sur le bien fondé de la négociation. Il y a une régulation qui est extrêmement précise aujourd'hui. Les EGA ont permis de mettre un cadre, notamment sur les produits agricoles, qui était absolument nécessaire. C'est certainement pas encore suffisant, mais voilà, la négociation continuera à exister. Par contre, moi, je voulais juste revenir sur un exemple sur du vécu qui n'est pas vieux, qui a 3 semaines, où on a réuni des petits producteurs à Chartres. Il y avait une quinzaine de petits producteurs à Chartres et on leur a dit qu'est-ce qui ne va pas pour vous dans votre relation avec Carrefour? Et dans l'ordre, les points qu'ils nous ont remontés. C'est bien sûr, on veut vendre nos produits. Donc, on veut que nos produits soient mis en valeur dans votre magasin. 2, simplifier l'administratif. On ne parle pas encore de négociation. C'est pour vendre des produits chez Carrefour, c'est compliqué. Donc, 3, pouvoir présenter tous leurs produits, toute leur gamme, et pas un seul qui serait mis quelque part noyé dans des produits de grandes marques. 4, avoir de la visibilité pour investir, c'est-à-dire que ce qu'ils nous demandaient, c'est de ne pas être soumis à cette situation qui fait que vous êtes présent dans les rayons au mois de janvier, puis d'un seul coup au mois de mars, pour des raisons de performance ou de KPI immédiat mesurés dans le rayon, vous n'êtes plus présent. Et il dit, nous, on a besoin de visibilité et de visibilité pour investir. Et enfin, en 5e point, oui, les prix et la négociation.
parce qu'ils insistaient non pas sur la négociation, mais sur le prix facial qu'ils voulaient voir dans le rayon. Donc, ce n'est pas la négo, c'est à quel prix ils espéraient voir leurs produits dans les rayons. Donc, ça allait plus loin. Et donc, quand on va sur la visibilité, et c'est le cas sur nos marques distributeurs, c'est le cas sur ce qu'on a fait en agroécologie, c'est des contrats à 2 ou 3 ans. Une fois que vous présentez, que vous proposez, que vous jouez votre rôle en tant que distributeur de donner de la visibilité, le producteur, qu'il soit petit, moyen ou gros, qu'il soit producteur agricole ou entreprise agroalimentaire, connaît son métier, voit bien comment la consommation évolue et saura faire les investissements. Au pire, il aura besoin, il peut avoir, ça a été bien dit, par Marion, il y a besoin de co-investissement parfois. On sait le faire aussi dans certains cas ou aider au co-investissement. Et là encore, la visibilité avec un producteur, pouvoir montrer que Carrefour est à ses côtés au moment où il se présente face à un banquier, c'est la meilleure des garanties et c'est la garantie en plus qui évite à Carrefour de rentrer dans le business model du producteur et donc de se retrouver dans une situation qui serait encore plus inextricable si Carrefour avait des intérêts directs dans la production. Je laisserai Laurent et Marion travailler éventuellement sur un dispositif de cofinancement pour aider Marion à se développer, mais ça fera l'objet éventuellement de discussions ultérieures. Non, mais blague à part, en fait, Marion, je voulais avoir votre réaction par rapport à ce que dit Laurent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le prix dans la vie, mais il y a aussi effectivement faciliter la relation avec le distributeur, avoir de la visibilité, etc. Enfin, tous les points que Laurent a. Est-ce que c'est ça quelque chose que vous partagez? Alors peut-être pas directement si vous avez travaillé sur votre propre réseau de distribution, mais peut-être en tant que voilà, appartenant à un écosystème qui peut être amené à être en relation avec des profils type Carrefour. Est-ce que vous partagez ce type d'argumentaire ou de vision de Laurent sur la relation en fait producteur-distributeur? Oui, et en fait, c'est vrai qu'on met très souvent en avant le fait qu'il faut redonner du lien entre les producteurs et les consommateurs. Mais je pense qu'il y a aussi un gros souci de déconnexion entre les producteurs et les acheteurs, qu'ils soient industriels, qu'ils soient distributeurs ou les metteurs en marché. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que nous, on a concrètement aujourd'hui en face de nous aujourd'hui des acheteurs qui sont pas au courant que par exemple le quinoa ou les lentilles ou n'importe, c'est une récolte par an. Et que quand on n'en a plus, on n'en a plus. Et donc voilà, donc on leur réexplique plein de choses sur comment ça pousse, qu'est-ce que ça nécessite comme éventuellement comme investissement, les risques aussi, les risques climatiques, etc. Donc il y a toute une éducation aussi malheureusement à faire auprès des acheteurs et distributeurs. Et donc c'est pour ça que d'où l'intérêt de mettre en place des démarches qui intègrent en fait tous les acteurs pour que chacun soit bien conscient des contraintes des uns et des autres et pour qu'on puisse développer quelque chose qui corresponde à tout le monde. Donc oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais il ne faut pas non plus oublier le consommateur final et son besoin aussi de transparence. Et c'est bien en reconnectant chaque acteur et que nous, on est hyper transparent avec nos acheteurs et inversement sur nos pratiques et eux derrière sur la logique sur à quel prix vont se retrouver vos produits et pourquoi. Et je pense que le consommateur doit être au courant de tout ça sur la transparence de tout le chemin qu'a parcouru le produit et toute la répartition de la marge. Et je pense que ça pourra aussi l'aider j'espère, à faire des choix plus responsables quand il fait ses courses. Alors ça, c'est... Excusez-moi, il y a un petit bug. Donc merci Marion. Oui, donc ça c'est en fait on en vient finalement à l'information du consommateur parce que l'acheteur du producteur c'est aussi le vendeur du consommateur final. Donc et je me tourne donc vers Fanny parce que vous avez travaillé beaucoup sur du label. Vous avez aussi mentionné au tout début, plutôt sur l'axe numéro 2, la nécessité en fait d'accompagner le consommateur et notamment par les pouvoirs publics et sur est-ce qu'il peut finalement, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir de la nourriture de qualité sans leur intervention.
Donc voilà, c'est à la fois rendre visible, lisible, en gros, les différents labels et que le consommateur soit fléché. Et également la notion, on peut en parler après avec nos deux autres intervenants, de la notion de l'intervention des pouvoirs publics. Vous, c'est quoi votre vision, Vanille, là-dessus? Oui, tout à fait, parce que en fait, c'est souvent la question qu'on se pose, et c'est parfois quelque chose que j'entends souvent en conférence, qui est de dire on a le pouvoir avec notre carte bleue. Les consommateurs ont le pouvoir, et si vous, consommateurs, vous faites les bons choix alimentaires, la transition écologique, elle va suivre derrière, parce que les distributeurs, les agriculteurs n'auront pas le choix. Pour moi, après c'est mon analyse personnelle, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que oui, en effet, quand on a les moyens d'avoir de l'argent et de pouvoir faire ses choix, mieux vaut les faire. Mieux vaut les faire parce que ça va forcément influencer derrière les distributeurs et la production, en tout cas en partie. Mais c'est aussi faux parce que tout le monde n'a pas cette possibilité aujourd'hui de faire ses choix. On en a parlé un petit peu, mais je pense que la question de l'accès à une alimentation qui est à la fois saine et vertueuse écologiquement, elle est indispensable. Aujourd'hui, de fait, le bio est plus cher. Aujourd'hui, les produits de qualité sont plus chers que le conventionnel, et donc, en réalité, non, les consommateurs, de manière générale, n'ont pas le pouvoir de faire changer les choses. Donc, toute la question qui peut se poser, c'est qui a ce pouvoir, qui peut faire changer les choses. Et ma position, en effet, c'est de dire que ici, l'État peut faire changer les choses, parce qu'en réalité, la question qu'on peut se poser, c'est qui doit payer pour cette transition écologique. Or, qui paye aujourd'hui, en réalité, déjà, c'est l'État. C'est l'État qui paye les externalités négatives de l'agriculture conventionnelle avec la sécurité sociale. On l'a dit au début, notre façon de nous alimenter aujourd'hui, c'est la première cause de maladie. Les pesticides, c'est la première cause de perturbateurs endocriniens. La façon dont on mange, c'est la première cause de maladie de manière générale, que ce soit de cancer, de diabète, etc. Donc l'État, il paye via la sécurité sociale, mais il paye aussi sur la dépollution des eaux et des sols. Donc ce serait probablement en réalité moins cher pour l'État de travailler à la source pour éviter ces conséquences sanitaires négatives et éviter la pollution que de travailler en aval. Et c'est quand même déjà ce qui est en train de se passer, hein. Il y a quand même des choses positives. Il y a certaines villes qui travaillent sur ces questions-là. On a par exemple la ville de Paris et Hauts-de-Paris qui ont décidé aujourd'hui d'installer des agriculteurs bio au point de captage de l'eau parisienne pour justement éviter qu'il y ait des pesticides qui soient mis à cet endroit-là et éviter de dépolluer derrière et d'avoir des coûts supplémentaires de dépollution de l'eau qui est distribuée à Paris. Après, la question que vous avez posée, c'est aussi celle du civisme du consommateur. Comment on fait pour convaincre le consommateur de faire le choix quand même de ses produits. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur, de manière générale, a envie de tout de suite. Je pense que le Covid l'a bien montré un peu avec l'explosion des dark kitchens et de la vente à emporter et le développement de structures comme Deliveroo ou Uber Eats. Mais là encore, le législateur peut interdire certaines choses. L'exemple parfait, c'est le plastique à usage unique. Le plastique, c'est ultra pratique. En même temps, c'est aussi un fléau. Et le législateur est venu l'interdire avec la loi, en tout cas interdit une partie du plastique à usage unique. Donc voilà, je pense que le consommateur n'a pas... en fait, en réalité, le consommateur ne devrait pas avoir fait des études supérieures pour devoir choisir ce qu'il mange. Et il faut aujourd'hui lui donner des informations claires et voire même interdire les produits qui sont trop polluants ou en tout cas les modes de production, certains modes de production qui sont très polluants pour faciliter le choix des producteurs et en réalité ne lui donnez pas un choix si large entre des produits de mauvaise qualité pas chers et des produits de qualité qui sont très chers. Alors, Laurent Franconi,
on peut se mettre à rêver. Est-ce que dans les rayons de Carrefour, prochainement, on aura des aliments bas carbone, des aliments bio, des aliments circuits courts, tout ça facilement lisible, et qui pourrait permettre, comme le dit Fanny, d'avoir un vrai parcours fléché, une vraie information et un vrai pouvoir pour que le consommateur se transforme en consommateur. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, oui, la question du prix, est-ce qu'on ne mettrait pas en place une sécurité sociale de l'alimentation? Ça a déjà été évoqué. Voilà, donc, mais voilà, le client, comment vous voulez le rendre consommateur, Laurent? Quelque part, deux questions en une. La première, et on s'y est confronté, j'ai vu aussi que dans le chat, il y avait une référence à l'indicateur qu'a lancé Migros sur ses emballages. Deux petites remarques. Aujourd'hui, on a déjà essayé plein de choses pour informer le consommateur. Mais quand on fait le cumul de tout ce qu'on peut être amené à mettre sur un produit, sur un emballage, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va informer le consommateur sur plein de sujets, la qualité nutritionnelle des produits, éventuellement l'impact, le poids carbone du produit, pour certains produits, le poids en utilisation d'eau, etc., etc. Et finalement, on va rendre les choses illisibles. D'abord parce que le consommateur prend moins de 10 secondes à choisir chaque produit. Donc tout ne pourra pas être sur l'emballage. Donc, on a un vrai enjeu d'être capable de donner cette transparence. Et je pense que aujourd'hui, il y a de moins en moins de sujets entre les acteurs pour amener la transparence. Mais il faut l'amener de manière sécurisée. On est en train de tester autour de la blockchain des choses qui permettraient de donner plus d'informations de manière plus précise et qui permettent après à chaque client de choisir par rapport à ses propres critères. Là encore, je le dis parce qu'il ne faut pas qu'on rêve du produit parfait, il n'existe pas. Par contre, il y a des attentes multiples des consommateurs, il faut être capable à la fois de les orienter. Il y a un sujet de sensibilisation, d'éducation des plus jeunes âges qui est très clair, et de les informer au fil de l'eau avec tous les moyens qui sont à notre disposition, mais en oubliant un peu, je pense, celui de l'étiquetage sur le produit, puisque la loi, ça a beaucoup été des lois sur l'étiquetage avec des mentions obligatoires qui ne sont pas toujours comprises par les clients. Et finalement, il n'y a pas toujours l'information qui serait nécessaire. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que la blockchain est une des réponses qui pourrait permettre de faire évoluer les choses. Et de toute manière, la dématérialisation de l'information. Et ça, je pense que le chemin est pris par tout le monde. Et dans les 2-3 années qui viennent, on va avoir une multiplication de ces approches qui permettent de garantir au client que le produit est conforme à une attente qu'il exprime et lui garantir, parce que l'information a été sécurisée à plusieurs endroits dans la chaîne, et qu'on peut lui garantir à chaque fois qu'il fait un achat, et pas seulement par un label dont on sait que sur les labels, moi je me suis trouvé confronté régulièrement à la mise en cause des labels. La dernière en date sur la crise dite du sésame ces derniers mois et la présence d'un intrant interdit sur le sésame, on s'aperçoit que dès lors qu'on est dans une fraude, la fraude, elle peut intervenir aussi bien sur un produit labellisé bio que sur un produit conventionnel ou que sur un produit, quelle que soit sa labellisation. Voilà pour le premier point. Voilà. Et l'enjeu de la sécurité sociale des produits, j'ai ouvert, peut-être Fanny peut reprendre et continuer, elle a aussi repris, il part du coût réel des produits. Tant qu'on n'est pas capable d'afficher le coût réel d'un produit en intégrant toutes les externalités négatives, c'est pas la peine de parler de sécurité sociale des produits. Mais on reviendra toujours au plaisir et au fait que la santé passe par ce qu'on mange. Donc, la meilleure chose à faire, c'est choisir ce qu'on consomme, choisir de la diversité, manger local, manger des fruits et des légumes, chercher du plaisir. Et quand on trouve cet équilibre-là, finalement, c'est le meilleur moyen
pour s'assurer d'être en pleine forme. Bon, on voit que finalement, un peu tout le monde doit faire l'effort de rapprochement, agriculteurs, pouvoir public, consultants, restaurateurs et également consommateurs qui, quelque part, si j'entends, doit un peu se prendre par la main pour peu qu'il soit bien aussi accompagné, fléché. Vous parliez tout à l'heure, il faisait allusion à des outils comme Yuka qui peuvent renseigner sur la valeur nutritionnelle des produits, mais qui, à l'avenir, pourraient renseigner aussi sur l'impact carbone, sur les intrants, sur est-ce que ça favorise la qualité des sols, etc. Mais dès lors que ce ne sont pas des indicateurs qui deviennent moyennisants, parce que le pire est la moyennisation, c'est quand on veut passer plusieurs messages, finalement on n'en fait passer aucun. Voilà, si vous avez une couleur, qu'est-ce que c'est qu'un produit qui serait noté orange alors qu'il intègre à la fois des éléments nutritionnels, environnementaux, ça n'aurait pas de sens en fait. Ça ne donnerait pas une explication au client suffisante pour qu'il choisisse par rapport à ce qu'il veut choisir comme type d'alimentation. Alors, le temps tourne, on aurait énormément de choses à dire, mais en fait, il y a une foultitude de questions. Alors, il y en a eu un paquet. Alors, Marie, maintenant, a la difficile tâche de synthétiser et qu'il n'y ait pas de frustrés à la fin de cette conférence. Donc, Marie, je vais te laisser la main et puis après, on distribuera éventuellement la parole. Peut-être, voilà, une première question, réaction. C'est à toi. Oui, donc merci à tous pour vos questions aussi sur le chat. Une première question pour tous les trois, ce serait de savoir si vous pouvez, de manière synthétique et aussi concrète que possible, nous expliquer un peu plus en détail comment vous pouvez influencer sur le coût réel les coûts environnementaux. À votre échelle, comment vous pouvez les intégrer dans le prix final et sinon, quelles sont vos limites? Est-ce que vous pouvez expliquer ce point un peu plus en détail, mais vraiment de manière concrète, avec des exemples précis, si vous pouvez? Et synthétique pour laisser la place aux autres questions. Alors, je suis désolé, ça fait beaucoup de contraintes, mais Marion peut-être. Donc nous concrètement sur la partie donc production agricole, donc nous on cultive majoritairement donc des graines, du quinoa, des lentilles, etc. Donc on peut agir par rapport à nos techniques de culture. Donc le problème c'est qu'en effet est-ce qu'en faisant du bio, c'est mieux qu'en faisant un autre d'agriculture? Est-ce en utilisant des pesticides, on impacte la biodiversité, mais on a un rendement plus important et du coup, finalement, si on fait le bilan au kilo de produits sortis du champ, voilà. Enfin, le problème, c'est qu'on se pose beaucoup de questions et je pense qu'il n'y a pas de solution unique. Il faut vraiment adapter en fait les pratiques à chaque département ou région de France, puisque les contextes pédoclimatiques sont vraiment pas les mêmes. Donc pour nous, en tout cas, ce qu'on a en tête, c'est déjà de calculer l'impact de nos pratiques actuelles. Donc on travaille sur justement notre bilan carbone, en intégrant aussi des notions de maintien de la biodiversité et de la ressource en eau. Et je pense que une des solutions, ça va être essayer de combiner, de prendre un petit peu des choses dans le bio, de prendre des choses dans la haute valeur environnementale, de prendre des choses dans l'agroécologie, pour essayer que tous les indicateurs soient les plus favorables possibles et qu'on ait un impact environnemental le plus bas possible. Donc on est en train déjà de faire le point sur ce qu'on fait aujourd'hui et pour pouvoir après voir les leviers d'action et d'amélioration de nos pratiques au champ. Oui. Annie ? Oui. Oui, par rapport à la question de Marie, l'intégration du coût environnemental, voilà. Concrètement, comment ça se c'est la fameuse taxe carbone, hein. C'est la tentative qui a déjà été faite et qui est toujours dans les tuyaux de réflexion de comment on taxe les produits qui sont les plus polluants pour intégrer ces externalités négatives. C'est
c'est d'après moi la seule solution aujourd'hui pour assurer une transition écologique. Maintenant, c'est extrêmement difficile parce que ça va rendre plus cher les produits qui sont aujourd'hui les plus accessibles. Donc, ça va avec aussi comment on finance derrière les agricultures qui sont les plus vertueuses et comment on aide les agriculteurs à assurer cette transition écologique parce que aujourd'hui, on n'est pas rentré dans ces détails, mais donc aujourd'hui, généralement, le financement de l'agriculture se fait de la politique agricole commune, en tout cas en Europe. Or, cette politique agricole commune, les aides sont données à l'hectare. Donc, plus on a une grande production, plus on a d'aides. Il y a eu quelques évolutions avec la nouvelle PAC qui a été votée, avec l'intégration un petit peu de critères écologiques, mais on est encore très loin. Ce qui fait que les producteurs bio sont en tout cas les producteurs qui essayent d'intégrer ces éléments écologiques sont encore assez peu aidés. Et c'est là tout l'enjeu. Donc, remettre le vrai prix de l'alimentation en mettant quand même une taxe carbone et en ayant le courage politique de mettre la taxe carbone sur les produits les plus polluants. Et deuxièmement, essayer de largement financer l'agriculture vertueuse en remettant les aides, non pas à l'hectare, mais en fonction de l'impact positif de ce qui est produit. Laurent Fauconnier, action concrète pour calculer les coûts écologiques des produits. On l'a plutôt sur l'aval. Pareil, Fanny prenait l'exemple sur les biodéchets pour les restaurants demain, qui c'est déjà le cas pour la grande distribution. Donc, on a plutôt des taxes qui permettent de mesurer directement le coût financier ou du gaspillage ou d'un produit fortement générateur de déchets. Mais ça, c'est plutôt dans l'aval des filières, c'est pas en amont. Les méthodes sur l'amont, je rejoins Fanny, il faut trouver quelque chose de simple. La seule chose simple, c'est le coût carbone. Marion parlait du bilan carbone qu'elle effectuait. Est-ce que c'est une démarche qui a été initiée par Carrefour? Oui, on a un bilan carbone obligatoire dans le cadre de la publication de nos résultats sur les différents scopes du bilan carbone, obligatoire sur les 2 premiers scopes et facultatif sur le 3e. Et on travaille sur tous les scopes du bilan carbone. Après, le rapporter au produit, le sujet, c'est qu'il faut le rapporter au produit. Je le disais tout à l'heure, toutes les situations ou solutions qui moyennisent les impacts ne sont pas satisfaisantes parce qu'ils ne permettent pas d'orienter la consommation. Pour orienter la consommation, il faut aussi des outils qui le permettent. Et je pense que d'appliquer un coût carbone permettrait réellement de donner une visibilité aux clients sur une forme d'impact environnemental. Qui est assez majeur compte tenu du changement. C'est majeur, bien sûr. Merci beaucoup. Marie, une autre question? Oui, donc une question un peu plus synthétique aussi. Pouvez-vous mesurer si vos consommateurs ou si vos clients plébiscitent plus vos projets durables? Est-ce que vous avez un retour sur ces données ou sinon, qu'est-ce qui vous manque justement pour savoir si vos clients plébiscitent plus un projet durable par rapport à du conventionnel? Je veux prendre la parole. Il me semble que c'est une question plus pour Laurent, mais… Oui. Non, je réfléchissais aux 2 axes possibles de réponse. Il y a le premier qui pourrait être le chiffre d'affaires et qui permet de voir directement ce que sont les achats de nos clients. Mais ce n'est pas sur celui-là que je voulais répondre. Mais bien sûr que c'est un élément important. Aujourd'hui, on essaye de travailler sur 2 aspects, des aspects qualitatifs et des aspects quantitatifs. Sur les aspects qualitatifs, on travaille au travers de clubs de consommateurs engagés que l'on consulte très régulièrement sur leur vision de la consommation et la traduction qu'ils envoient ou non dans nos magasins pour essayer d'agir aussi bien sur le mix produit, donc le choix des produits, la théâtralisation en magasin, et c'est le sujet du bio a été souvent un débat, y compris chez tous les distributeurs. Est-ce qu'il faut un endroit où on met tous les produits bio ou est-ce qu'il faut mélanger les produits bio avec les produits conventionnels? Et on voit que finalement, ce qui se développe, c'est à la fois de créer des corners ou des espaces bio
et de mettre les produits mélangés aux autres produits de même catégorie, parce que les clients, selon les clients, ils cherchent deux endroits, selon leur manière de consommer, ils cherchent à deux endroits différents. Et enfin, bien sûr, le prix avec des politiques tarifaires qui sont et qui doivent être forcément différenciées entre des produits conventionnels et des produits qu'on va qualifier en transition alimentaire. Ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre et certains pourraient me faire la remarque que les produits locaux ne sont pas toujours moins chers que les produits issus de grandes marques. D'ailleurs, je voulais rebondir sur les méthodes de calcul des impacts écologiques. On a parlé du bilan carbone, mais une personne, et je la remercie, parlait de la méthode CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, qui a été montée par Alexandre Rambaud d'AgroParisTech. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent... voilà. Et puis il y a Aldo aussi au niveau de l'ADEME qui est en train de se développer. Bon, Marie, pardon, s'il y a d'autres thématiques? Oui, on a beaucoup parlé de l'éducation du consommateur. Justement, l'éducation au développement durable et aux conséquences environnementales et sociales de l'agriculture, est-ce que c'est votre rôle de le faire dans vos différents projets? Est-ce que c'est celui de l'école ou est-ce que c'est celui de l'État? Pour vous, quels seraient les meilleurs outils pour cette éducation? Peut-être Fanny ou Marion? Je commence rapidement, je te laisse Ouais. Marion si ça te va. Pour moi, c'est le rôle de toutes les personnes dont vous avez cité, que vous avez cité ici. Quand on parle de l'école, c'est évidemment le rôle de l'État qui est sur ces questions-là. Et en effet, je pense que ça se fait de plus en plus dans les écoles dès le plus jeune âge, mais qu'en effet, il faut booster ça. Et pas seulement dès le plus jeune âge, aussi par la suite. La question de la transition écologique, elle doit être portée aussi en primaire, au collège, au lycée et à l'université. Et c'est encore trop peu fait. Je vous donne un exemple en droit, puisque c'est là que j'enseigne. On a des masters droit de l'environnement. Aujourd'hui, droit de l'environnement, ça n'a aucun sens. En réalité, le droit de l'environnement, ça touche aussi bien le droit des sociétés que le droit public, que toutes les matières. Donc, il faudrait l'intégrer partout. Et après, oui, je pense que c'est un rôle aussi citoyen et donc aussi des entrepreneurs. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On le fait via nos formations. Ça, c'est l'impact qui est le plus tangible parce qu'on le voit, puisqu'on forme les personnes en direct, on voit comment ça impacte leur activité et aussi de manière générale sur notre communication au grand public. On essaye de faire valoir justement que le choix d'un restaurant, si on intègre l'impact écologique, ça devient encore plus satisfaisant d'aller au restaurant parce qu'on fait des choix de consommation qui sont vertueux. Et ce qu'on essaye de démontrer, c'est qu'un restaurant fait ces choix-là écologiquement, ça se ressent aussi dans l'assiette puisque on a des produits qui sont plus goûtus, on a des produits qui sont plus intéressants. Donc, voilà. Marion? Oui, donc oui, tout à fait d'accord. Encore une fois, nous, on part du principe que chacun a sa part de responsabilité. Donc, chacun, c'est le rôle, en effet, de tout le monde de communiquer, d'expliquer. Et donc, ça, c'est hyper important. Nous, à notre niveau, on le fait, du coup, comme je disais tout à l'heure, auprès de nos partenaires, de nos clients, etc. On sensibilise, on explique comment on travaille, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne peut pas faire ça, etc. On le fait aussi au niveau, on fait des salons, on fait des marchés, on fait tout un tas de choses où on est en contact direct avec le consommateur final. Donc là, on fait aussi beaucoup de pédagogie. Alors on a des réactions positives, des fois des réactions négatives. On n'oppose aucun système, on explique juste. Et ensuite, c'est au consommateur de se faire sa propre idée. Mais au moins, on donne des éléments d'information sans prendre forcément parti. Et un truc qu'on aime beaucoup, c'est expliquer aux consommateurs comment décoder les étiquettes des produits qu'il achète. Et comment bien lire la bonne information et bien l'analyser, la comprendre, parce qu'on a quand même un gros souci d'étiquetage sur les produits alimentaires, encore plus en produits qui nous concernent, nous, donc savoir les produits d'épicerie.
notamment sur l'origine. Et donc, voilà, on dit souvent, enfin, il y a des produits où c'est marqué en gros élaboré ou conditionné en France, sauf que derrière, si on regarde, c'est écrit en tout petit que quand c'est marqué, parce que c'est pas forcément marqué, que l'origine, elle n'est pas du tout française. Idem pour les logos bio, faut bien regarder si c'est bien Agriculture France ou Agriculture UE, non UE. Et ça, souvent aussi, c'est pas forcément mis en gros devant. Donc voilà, on fait beaucoup de pédagogie sur tout ça auprès des consommateurs pour essayer qu'ils soient un petit peu plus acteurs quand ils sont dans le rayon, et aussi voilà, apprendre à regarder plutôt le prix au kilo plutôt que le prix à l'unité. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Juste, je me permets de rebondir, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Marion, parce que on n'en a pas tellement parlé, mais on peut parler un peu de jungle des labels aujourd'hui, particulièrement dans l'alimentaire, et on a l'impression, enfin, j'imagine qu'on peut avoir l'impression que dès qu'il y a un label, ça veut dire qualité. En réalité, les cahiers des charges sont extrêmement divers suivant les labels. Donc, on a le label bio qui est le label d'État le plus rigoureux aujourd'hui, mais il y a d'autres labels qui ne sont pas des labels d'État et qui sont beaucoup, beaucoup moins rigoureux parce qu'ils vont regarder qu'une seule chose. Je vous prends un exemple avec le label Bleu Blanc Cœur qui ne va pas s'intéresser au mode d'élevage, on ne va pas s'intéresser à un élevage extensif, mais seulement à ce qu'on fait manger aux animaux, c'est-à-dire des oméga 3. Oui, et le label bio français, hein, pas UE, non UE, parce que là… En fait, il y a 50 nuances de bio et il faut trouver effectivement la bonne, si j'ose dire. Mais oui, dans l'UE, il y a quand même une harmonisation. Tout le monde a le même cahier des charges dans l'Union européenne. C'est un cahier des charges européen qui est posé. Après, hors UE, il y a des équivalences. Ouais. Non, mais le cahier des charges du bio espagnol n'est pas le même que le cahier des charges du bio français. Donc, il faut vraiment, le bio est forcément, il faut qu'il soit français, sinon je pense que ça a beaucoup moins de sens. Il reste 2 minutes et on aime bien terminer à l'heure chez Sec Transition Alumni. On va laisser place à une dernière question, Marie. Il y a beaucoup de dernières questions en fait. Il y avait quelques remarques sur l'emballage. Je pense qu'à la limite, on pourrait faire ça sur une autre conférence. Ouais, je pense. Ouais. Mais juste pour conclure, on a parlé du produit parfait, surtout Monsieur Franconi. Du coup, je voulais avoir aussi l'avis des autres intervenants si elles croyaient au produit parfait, peut-être dans le présent ou dans un futur plus ou moins proche. Quelle est votre vue là-dessus? Ça tombe bien parce que je voulais parler de ça. Moi, je ne suis pas d'accord à 100%. Je pense que il y a un produit parfait, en tout cas pour chaque consommateur, à partir du moment où le produit correspond à ses attentes. Mais en effet, il faut aussi que ces attentes, soient… à un moment donné, il faut qu'il y ait une part de responsabilité dans ces attentes et qu'ils prennent conscience que il faut aussi qu'ils fassent un effort dans la transition, justement, via ces achats. Et moi, un très, très bon exemple qui existe aujourd'hui et qui fonctionne, c'est la démarche C'est qui le patron, que vous devez tous connaître, je pense, où en fait, ce sont les consommateurs qui définissent ensemble les cahiers des charges et ensuite qui cherchent les produits qui correspondent au cahier des charges. Et ces cahiers des charges sont définis en connaissance de cause. Ça veut dire que quand ils optent pour un mode de production plutôt qu'un autre, ou pour un emballage plutôt qu'un autre, ou pour une amélioration plutôt qu'une autre, ils savent pourquoi ils ont fait ce choix. Et donc, je trouve ça hyper pertinent. Et donc, voilà, ça donne des produits qui correspondent en tout cas. C'est des produits parfaits pour un groupe de consommateurs qui s'est réuni et qui a travaillé là-dessus. Et ça fonctionne puisque, voilà, alors le lait, l'exemple le plus connu et le plus répandu, mais il y en a d'autres qui suivent. Donc, c'est possible et je pense c'est un exemple qui est vraiment à dupliquer et pas forcément en alimentation d'ailleurs. Fanny, si vous voulez. Oui, très rapidement, je pense qu'en effet, ce que souligne Marion et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives et qu'on peut en effet trouver probablement son produit parfait. Moi, mon produit parfait, par exemple, c'est le produit issu d'une AMAP, donc
association de soutien à l'agriculture paysanne. On va être en direct producteur, on va payer le producteur immédiatement, on le paye à l'année. Donc, s'il y a un gel, comme ça peut être le cas, il est assuré qu'il a quand même le paiement de ses adhérents. Et on va avoir un produit qui est cueilli le matin même et qui est livré immédiatement et issu de l'agriculture biologique et paysanne. Et c'était bien tout à fait dans cet esprit-là que je citais la notion de produit parfait. Voilà, ça peut être parfait pour un consommateur ou un groupe de consommateurs, mais on n'a pas tous la même lecture du produit parfait. Et il faudra forcément parfois renoncer à certaines choses pour pouvoir avoir des produits qui seront à la fois parfaits pour nous et au meilleur prix. L'esprit était bien celui-là, bien sûr. Je veux dire, chacun regarde avec son cœur. Alors, c'est sur ce concept de renoncement qui va permettre d'avoir quelques pensées vespérales et méditations pour peut-être éventuellement travailler à la sobriété, qui sait, dans la consommation, qui peut aussi être un enjeu intéressant. Et effectivement, que tout n'est pas possible tout le temps, à n'importe quelle heure et n'importe où. En tout cas, ça a ouvert beaucoup de questions. On arrive à la fin de cette table ronde. 1000 excuses pour tous ceux à qui on n'aurait pas pris en compte les questions, mais on vous promet de les garder et puis de les remettre sur la table, parce qu'il y aura d'autres intervenants qui pourront aussi aborder sous un autre angle les questions que vous posez. Je voulais à nouveau remercier infiniment Laurent Franconi, Marion Breteau et Fanny Giancetto d'avoir participé à cette première table ronde, d'avoir essuyé les plâtres avec nous et puis d'avoir lancé en fait des axes de réflexion sur la complexité et vraiment l'intérêt de ce système stratégique qui est le système agroalimentaire, car bon, avant toute chose, il faut manger. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai d'autres messages à passer. Marie, Marguerite, Arnaud, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Oui, non? On fera d'autres tables rondes, donc voilà. restez connectés. Exactement, donc restez avec nous, restez connectés pour la suite. Il y aura d'autres tables rondes sur l'agro et pas que l'agro d'ailleurs, dans le cadre des SEC Transition Alumni. Ça n'est que le début, c'est une très belle aventure, on est très fiers d'en faire partie et on remercie tout le monde d'avoir participé, tous les intervenants, et vous d'être restés jusqu'à 20h03. C'est une belle marque d'estime. À très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à nous écouter et à nous faire vos retours. Merci à tous. Bonne soirée, bon repas végétarien, local, bio et de saison. Et comme ça, on aura déjà fait un premier pas. À très bientôt et puis merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.